Vous allez accoucher il y a plus ou moins longtemps et vous vous posez plein de questions sur la reprise de la sexualité ou sur la non-reprise. Et bien si on en parlait avec une sexologue. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour Camille. Coucou Charline. Alors, je vous présente Camille Bataillon qui est sexologue et qui tient le compte Camille Parle Sexe. Donc on te retrouve sur Insta, en podcast et en livre, on en parlera plus tard. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charline, je suis sage-femme et je donne sur les réseaux sociaux de l'information ludique et accessible sur la grossesse et la gynécologie. Et aujourd'hui, on va parler de sexe et de postpartum. Pour le côté un peu très théorique, je vous ferai une vidéo sur le sujet et quand ce sera fait, je vous mettrai le lien en haut. Et là, j'ai plutôt envie, Camille, de te poser des questions que les patientes me ramènent souvent en consultation. Et la première, c'est quel conseil tu donnerais aux personnes qui appréhendent la reprise des rapports après l'accouchement? Ça revient souvent, même déjà pendant la grossesse, il y a vraiment cette préoccupation, comment ça va être après, vraiment l'appréhension des rapports. Et donc pour les personnes qui ont justement cette appréhension, ce que je dirais, c'est déjà d'écouter. Qu'est-ce qui fait peur en fait dans la reprise? Est-ce que c'est je me sens pas tout à fait prête, mais il y a une forme de pression? Alors soit la pression de la société qui, ça y est, au bout des 6 semaines, il faudrait reprendre. Les fameuses 6 semaines. Tout le monde me dit 6 semaines. Voilà, c'est pour ça que je le dis parce que c'est important. Donc on se dit, bah ça y est, si tout le monde me dit qu'à 6 semaines j'ai le feu vert, je devrais reprendre. Ou alors si on me parle de contraception à 6 semaines, ça voudrait dire que je dois reprendre une sexualité et je me sens peut-être pas prête. Peut-être que je peux ressentir aussi de la pression de mon ou ma partenaire. Donc c'est quand même important d'en discuter au sein de la relation, de dire déjà, bah voilà, comment je me sens physiquement. C'est déjà aussi important au niveau, est-ce que j'ai des douleurs au niveau physique, hein, post-accouchement, est-ce que l'épisiotomie, est-ce que ça va? Si j'ai une cicatrice de césarienne, est-ce que ça va? Est-ce que peut-être aussi, si on allait, bah, des fois on a des postures et donc on a mal au dos, aux épaules. Enfin bref, c'est important d'écouter les appréhensions. Et puis de se dire aussi, bah, finalement, de quelle manière je pourrais reprendre cette vie intime. Oui. Parce que des fois, on se dit, bah, j'appréhende de reprendre, mais de reprendre ce qui était peut-être dans le passé et qui aujourd'hui, j'ai peut-être plus envie de ça ou j'ai envie que ce soit différemment. Ou j'ai envie, mais de reprendre d'une manière plus lente, on y va calmement et je sais pas comment le dire à mon partenaire ou voilà, j'ai vraiment de l'appréhension. Donc vraiment, la première, ce serait de communiquer, d'y aller doucement. Et avant même de penser aussi à la pénétration, parce que là, peut-être aussi, ce que les patientes peuvent te dire, c'est vis-à-vis de la pénétration. Oui, c'est souvent ça. Ouais, la douleur qu'on imagine qu'il peut y avoir quand il y a une reprise avec pénétration. C'est important peut-être de se dire, bah, est-ce qu'on peut déjà reprendre une vie intime, une connexion au-delà de la pénétration, sans forcément passer par la pénétration, ce qui, quand on l'amène du coup aux patients, bah, ça les rassure vraiment. Ils se disent, ok, on va y aller mollo, on y va pas à pas, ça nous permet aussi de réapprivoiser un petit peu ce corps qui a changé, des sensations qui peuvent être différentes, des appréhensions différentes aussi. C'est ça que j'allais te dire, justement, une autre question qui revient souvent, c'est, ok, bon, j'ai compris que je pouvais reprendre une sexualité un peu à ma manière et c'est pas forcément reprendre la sexualité, c'est-à-dire avoir un rapport pénétratif, mais un peu recréer ce lien et peut-être se toucher avec le conjoint au sens global, le sens du toucher. Et il y a aussi pas mal de patients qui se sentent du coup pas très à l'aise dans leur corps qui a changé après la naissance. Et la simple idée d'être touchée, caressée, vraiment presque même habillées, elles sont très réfractaires. Est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui se sentent pas très à l'aise dans leur corps par rapport à la reprise ou la continuité de la sexualité? J'ai envie de dire, c'est un peu normal d'avoir justement cette difficulté. Si on a cette difficulté à apprécier son corps, à être dans le mouvement corporel, il va y avoir aussi une difficulté d'être dans la rencontre avec l'autre. Parce que si je suis pas à l'aise dans mon corps, je vais être inconfortable aussi si on me touche. Où il y a peut-être des zones où je peux être complexée ou qui font mal et où je ne sais pas quel regard aussi ma partenaire va porter sur une cicatrice de césarienne par exemple ou sur les seins qui ont changé ou qui sont gonflés ou peu importe. Donc par rapport à ça, ça serait vraiment d'avoir un temps déjà pour soi, ce qui est difficile en postpartum et ce qui est difficile aussi quand on est une femme où on a déjà peu de temps et qu'on a cette difficulté à se donner la permission, complètement. Se donner la permission de prendre ce temps-là. Et puis sachant aussi que souvent, c'est quand même les mères qui ont la charge de ce nourrisson. Et donc, pour prendre du temps pour soi, il faudrait aussi que quelqu'un s'occupe de l'enfant à ce moment-là. Parce que, on le sait, même si on doit prendre du temps pour soi pendant la sieste,
on n'a jamais la tête complètement à ça parce qu'on est quand même préoccupé par cet enfant qui peut être dans la pièce à côté. Donc l'idée c'est que le ou la partenaire, donc d'en discuter avec le ou la partenaire pour que l'enfant soit pris en charge par une autre personne, ou par le village, ou par la famille, etc. Et pour que les femmes aient au moins une fois par semaine, mais même je dirais même 5 minutes par jour, ça serait l'idéal en fait, même 5 minutes par jour, pour venir réappréhender ce corps. Moi, par exemple, en postpartum, ce que je faisais, c'était 2 fois par jour, le matin et le soir, venir appliquer de l'huile. Ça, c'était un rituel que j'avais déjà avant la grossesse, pendant la grossesse, ce qui était facile à mettre en place. Donc vraiment, je recommande aussi aux personnes de le faire même déjà avant une grossesse et puis pendant la grossesse pour que ça soit vraiment ritualisé en postpartum. De le faire plusieurs fois par jour pour apprivoiser un petit peu ce nouveau corps. Par exemple, pour moi, c'était la cicatrice de césarienne. Au début, on met vraiment une mise à distance en plus quand il y a des complexes ou quand il y a des douleurs, on n'ose pas toucher, on n'ose pas regarder. Donc c'est difficile d'être dans de l'intimité comme ça déjà avec soi, puis ensuite avec le ou la partenaire. Donc, et en fait, en faisant ça, avec l'habitude, avec la répétition, au bout d'un moment, ça fait partie de nous. Il n'y a plus cette mise à distance, donc on réintègre cette partie de son corps. Et puis après, on peut passer progressivement à l'étape, ok, avec ma partenaire, peut-être revenir vers des caresses, de demander, par exemple, à son partenaire ou à sa partenaire, là, ok, tu peux me masser cette zone-là, j'aimerais un toucher comme ça, on y va à son rythme et on y va comme ça progressivement. Mais déjà, ça passe par soi, un moment avec soi, quoi. C'est hyper important et hyper intéressant parce que souvent, quand on parle de la reprise de la sexualité, on parle toujours par rapport à quelqu'un d'autre, une sexualité partagée. Et ce truc de, en fait, mais quel rapport j'ai avec moi et si je me rencontrais de nouveau, moi d'abord, avant finalement de nouveau partager mon corps avec quelqu'un, alors que ça fait plusieurs mois que ce corps, je l'ai pas juste pour moi. Et en fait, c'est vraiment, je trouve, un conseil hyper pertinent qui n'est pas si spontané. Et du coup, je trouve ça vraiment super bien de le dire, ce truc de ouais, en fait, c'est vrai que je me sens pas à l'aise dans mon corps, donc j'ai pas envie de le partager avec quelqu'un d'autre, mais si je le rencontrais d'abord. Et tu as dit des éléments clés, la communication, se libérer du temps, et forcément quand tu me dis, bon déjà, est-ce que j'ai de l'espace mental pour ça, forcément vient la question qui suit, qui est, je pense, la question la plus posée de tous les temps, que ce soit en postpartum, petit postpartum, comme en postpartum plusieurs années. Qu'est-ce qu'on fait face à une baisse de libido après l'accouchement? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Est-ce qu'il y a un moment après lequel c'est pas normal? J'ai la réponse, mais je pose la question comme on me la pose. Qu'est-ce qu'on fait face à cette fameuse et si connue baisse de libido? Qui est la question, comme tu disais, ultime, qu'on soit enceinte ou pas, en postpartum ou pas, à chaque fois la libido, parce que la libido, il n'y a pas de normalité déjà, elle fluctue chez des personnes, elle peut être à un niveau qu'elles estiment plutôt linéaire dans leur vie et plutôt bas, mais ça leur va très bien. D'autres, ça peut être plutôt haut, d'autres, des fois, ça fluctue. Et puis, il y a plein d'éléments qui font aussi que il y a des périodes où ça met une pause carrément. Quand, là, si on parle de postpartum, justement, l'arrivée d'un enfant, d'attendre, de se remettre aussi physiquement de ça. Donc, il y a des moments où il y a des pauses. Le plus important quand il y a une baisse de libido, ça va être de ne pas culpabiliser. Ça, je sais que ça peut être difficile. Mais au moins, on le dit. De ne pas culpabiliser, de reconnaître, de dire, là, effectivement, je suis dans une période où je ressens moins de libido. Alors là, ce qui est intéressant aussi en sexologie, ce que les études ont montré, c'est que finalement, ce marqueur de baisse de libido ou même de douleur, des problématiques sexuelles, ce qu'on va voir, c'est pas à cause d'un accouchement ou de l'arrivée d'un bébé. Parce que souvent, on va dire, j'ai plus de libido depuis que j'ai accouché, etc. Et quand on creusait, les études ont montré qu'en fait, le marqueur le plus important, c'était comment était la sexualité avant même une grossesse. Et quand on creuse, on voit déjà que la libido, elle était peut-être pas là ou moins là. Mais la question aussi, c'est moins là ou basse, etc. Comparé à qui? Comparé à quoi? Oui. Parce que souvent, on se compare à, là, je parle des relations hétérosexuelles, à son partenaire. On sait que la sexualité des hommes, elle est quand même un peu plus libérée de par moins de poids au niveau de l'éducation sexuelle vis-à-vis d'eux, cette liberté de pouvoir explorer sans qu'ils soient traités de salopes ou de quoi que ce soit. Tout à fait. Et donc, pour eux, leur libido a moins de freins, donc elle peut vraiment plus s'exprimer. Pour les femmes, il y a beaucoup de blocages, de freins, d'appréhension.
Et puis la pénétration, c'est pas rien aussi. Si on c'est pas rien, tout à fait. Pour permettre une pénétration, il faut être détendu, il faut le vouloir aussi. Et donc, ça demande beaucoup des fois, de préparation pour certaines femmes. Sachant que du coup, en postpartum, il y a l'élément facteur qui est la fatigue. Ça, on va pas c'est pas rien. La fatigue, l'état de la relation. Comment ça se passe là depuis qu'on est parents avec ma partenaire? Est-ce que j'ai l'impression qu'on fait équipe ou est-ce que j'ai l'impression que je fais tout toute seule? Si j'ai le sentiment de faire tout toute seule, je me sens pas connectée et personne n'a envie d'être dans une intimité comme ça. Bah, c'est sexy de voir son partenaire s'occuper, en fait, remplir un peu l'image qu'on avait de la parentalité. Enfin, c'est vrai, c'est sexy de se dire, ok, en fait, la personne avec qui j'ai envie de partager ma vie et avec qui j'ai eu un enfant, en fait, remplit mes besoins, mes attentes, prend son rôle. Et du coup, c'est sexy en fait quand même, quelqu'un qui prend son rôle, sa place. Ça peut être pour certaines personnes effectivement, mais c'est surtout si là le coparent prend son rôle, ça décharge aussi la femme, mais du coup il y a plus d'espace, un peu moins de fatigue, un peu moins de charge mentale, et tout ça c'est des poids sur la libido. L'état de la relation, la fatigue, le rapport au corps, on en a un petit peu parlé, mais en fait si je me sens pas bien dans mon corps, j'ai pas envie d'être dans l'intimité, j'ai pas envie qu'on me touche. Les douleurs. Bien sûr. Si j'ai mal au vagin, j'ai pas envie d'une pénétration. Si j'ai mal à ma cicatrice ou j'ai mal au dos, j'ai pas envie de me mouvoir. Donc il y a ça vraiment qui joue aussi. Il peut y avoir aussi des dépressions postpartum qui peuvent jouer effectivement sur la baisse de libido. Donc voilà, il y a plusieurs facteurs qui peuvent entraîner une baisse de libido. Donc c'est intéressant de s'y pencher, de comprendre pourquoi. Déjà, est-ce que c'est lié vraiment au postpartum ou est-ce que c'était déjà un peu avant et le postpartum fait que amplifier ces difficultés. Et puis ensuite se dire, ok, à partir de la compréhension de la cause, quels outils on peut proposer, puis aussi comprendre ce qui est important quand les personnes viennent avec cette demande qui est j'ai envie de retrouver ma libido, de comprendre derrière le pourquoi de l'envie. Complètement. Parce qu'on peut se rendre compte que des fois l'envie c'est parce que je dois avoir une sexualité. Donc ça aussi, des fois, c'est des fois de déconstruire un petit peu aussi ce poids qu'il y a sur la sexualité. Est-ce que tu penses que face à une baisse de libido, c'est possible de s'en sortir, genre vraiment et durablement, sans aller consulter un ou une sexologue? Je pense qu'il y en a qui ont cette capacité-là. Souvent, j'ai quand même l'impression par rapport à la baisse de libido, et là pour les personnes qui sont en relation, il y a des éléments dans la dynamique du couple qui fait que. Et que les couples eux-mêmes qui arrivent à s'en sortir, qui arrivent à comprendre, qui arrivent à se remettre en question. Parce que des fois, on voit souvent que c'est plutôt une personne dans le couple qui peut se remettre en question et l'autre, des fois, qui freine. C'est plus compliqué et là, ça demande des fois d'aller en consultation, d'avoir une tierce personne. Mais il y en a qui peuvent et il y en a qui auront besoin d'aide. Et il n'y a rien de honteux, justement, à demander de l'aide puisqu'on peut avancer plus facilement et ne pas attendre que ce soit la crise au bord du gouffre pour consulter parce que là, on n'a pas de baguette magique non plus. C'est vrai que souvent, les gens cherchent des méthodes miracles qui vont vite, mais je trouve que le temps de chercher une méthode miracle qui n'existe pas, du coup, ça prend du temps. Et ce temps-là, finalement, aurait été beaucoup plus court, juste en allant voir une tierce personne qui a les mots et qui permet d'être ce médiateur, parce que c'est pas simple, c'est vrai, déjà, la communication, c'est pas simple, mais alors, la communication autour de la sexualité, on y arrive, mais il y a du boulot. Et c'est vrai qu'en fait, parfois, on cherche une méthode rapide et on se dit pas qu'aller consulter, en fait, c'est quand même ça peut quand même être plus rapide. Écoute, j'ai une dernière question. Souvent, quand je prépare une vidéo, je vais chercher sur Google les questions associées, tu sais, les plus posées. Et il fallait que je rebondisse sur cette question parce que j'ai lu et je me suis dit, oh, et du coup, j'aimerais avoir ton retour et ta réaction. Qu'est-ce que je vais te dire? Quand j'ai tapé du coup sexualité après bébé, l'une des questions associées c'est comment satisfaire son partenaire après l'accouchement. Qu'est-ce que tu as à dire? J'ai envie de pleurer. Mais je la pose parce que vraiment je suis sûre que ça va. Mais en même temps, quand je l'ai lu, j'ai été un peu choquée et en même temps je me suis dit ça m'étonne pas tant. Je pense que c'est en lien avec un peu tout ce qu'on a abordé. De toute façon, qu'il y ait eu accouchement ou pas, cette question de comment faire plaisir dans des couples hétérosexuels, souvent, ce qu'on voit, c'est que les femmes sont là pour faire plaisir aux hommes. Mais parce que c'est... Ça me tend, hein. Moi je sens que ça me tend cette question. J'ai envie de pleurer, je suis énervée. Moi je sens un poids sur ma poitrine, je suis là genre, vas-y Camille, je t'écoute. Je suis pas du tout énervée. Donc ça, c'est déjà de manière générale, on le voit, et waouh, en séance, il faut vraiment... de respirer pour pouvoir accompagner les personnes qui sont dans cette croyance. Bien sûr.
Et si je ne le satisfais pas, je ne remplis pas mon rôle de femme. Du coup, je vais voir ailleurs et c'est pas possible. C'est un peu le rôle d'une femme quand même. C'est le rôle qu'on a donné à une femme. Mais effectivement, après, on peut choisir d'être dans ce rôle ou non. Et je pense aussi quand on est dans cette démarche-là, c'est parce qu'il y a une certaine attente aussi du partenaire. C'est qu'effectivement, il peut y avoir aussi peut-être une pression derrière en disant, sans vraiment des fois le dire directement, mais en gros, ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps, ou si on n'a pas de rapport sexuel, ou si on ne fait pas telle position, telle pratique, écoute, j'irai voir ailleurs, quoi. Et donc, bien sûr, les femmes n'ont pas envie qu'il aille voir ailleurs, donc veulent tout mettre en place pour justement satisfaire les hommes et leurs hommes, là, dans ce cas-là. Et puis, il y a aussi cette croyance aussi que, après un accouchement, la sexualité est foutue. Et donc, si la sexualité est foutue, comme il y a cette croyance aussi que c'est quand même le noyau dur de la relation de couple, on fait couple parce qu'il y a du sexe. Donc, si notre sexualité est foutue dès qu'on devient parent, mince, ça fait peur, quoi. Et donc, ouais, ça énerve, je sais pas quoi dire vis-à-vis de ça, si ce n'est que le plus important, c'est de se dire, c'est soi déjà, est-ce qu'on en a envie? Est-ce que quand on entre dans une relation intime, pourquoi on le fait? Est-ce qu'on le fait pour soi, pour nous, ou que pour l'autre? Quand c'est que pour l'autre, on se dit, c'est une option, souvent je dis c'est une option par défaut, mais une option court terme, qui est, j'ai pas trop envie, mais là je vais le faire, comme ça au moins je suis tranquille pendant quelques jours, je passe à la casserole, je suis tranquille pendant quelques jours, ou je le fais, comme ça c'est notre hygiène sexuelle, hein, il y en a qui disent vraiment ça, comme ça il sera content, il sera de meilleure humeur aussi, et donc le font pour l'autre, et finalement c'est pas la bonne chose à faire, c'est une option par défaut, on se dit ok c'est ma solution court terme, mais en fait, je trouve que c'est plus délétère sur le long terme. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on ne respecte pas son désir, on ne respecte pas son corps. Et sur le long terme, ça peut avoir des incidences. On peut commencer à avoir des douleurs au niveau corporel, peut-être même au niveau de la vulve. On peut peut-être commencer à avoir des mycoses et on se demande pourquoi. Parce qu'on n'est plus à l'écoute de son corps. On fait des choses pour quelqu'un d'autre sans écouter ce que soit son corps est en train de dire. Et donc, on dépasse les limites de ce que son corps veut bien accepter. Et donc, ça envoie un message fort aussi au corps. Je ne t'écoute pas, tu n'es pas important pour moi. Tu passes après le besoin et les désirs des autres. C'est des messages forts qu'on envoie quand même. C'est ça. Et au bout d'un moment, le corps finit souvent par répondre après. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur les douleurs vulvaires et douleurs pendant les rapports. Du coup, je mets le lien en haut. Mais effectivement, souvent, les personnes qui ont des douleurs, c'est vraiment le schéma typique de la personne qui a voulu faire plaisir. Après, il y a plein de personnes qui ont voulu faire plaisir qui n'ont pas de douleur, vu que c'est quand même, je pense, une grande majorité des personnes qui nous regardent sont passées par là. Et voilà, et ça prend du temps à déconstruire, mais en fait, apprendre à se questionner sur ses propres besoins, et je trouve que c'est encore plus essentiel là en postpartum, parce qu'en fait, si vous ne le faites pas là, vraiment encore moins, personne ne le fera pour vous. C'est vraiment une question effectivement fondamentale. Ouais, et en plus c'est pour ça, comme je disais, c'est vraiment même si vous pouvez avoir ces rituels-là, même déjà pré-grossesse, parce qu'on sait qu'en postpartum il y a encore moins de temps, il y a du tourbillon. Donc si on n'a pas instauré, ça va demander des efforts supplémentaires à créer une nouvelle habitude de s'écouter ou prendre du temps pour soi, mettre une huile, des choses comme ça. Et tu vois, tu disais cette phase vraiment de réappropriation de son corps, prendre du temps pour soi avant même de penser à l'intimité à deux. C'est extrêmement important. C'est pour ça aussi dans le livre, il y a vraiment le chapitre, avant même de penser vie intime à deux, c'est vie intime solo déjà. J'adore ce chapitre. D'ailleurs, si vous voulez plus d'infos sur tout ça, Camille elle a écrit un super livre, Réinventer sa vie intime après bébé, qui se lit hyper facilement. Et franchement, c'est l'un des rares livres que j'ai lu en entier, Camille, donc je te le dis. Il a été pensé pour les parents en postpartum, donc on n'a pas le temps. Donc il faut faire un message court, efficace, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, message important. Et en plus, on peut lire, on peut juste prendre un chapitre qui nous intéresse au moment même, le lire. Donc moi, je l'ai vraiment trouvé hyper intéressant, et vraiment, effectivement, la partie réappropriation de son corps, je pense que ce livre devrait être lu de toute façon pour un peu toutes les personnes qui se posent les questions qu'on a évoquées là, même en dehors de la parentalité. En fait, ce que je mets dans ce livre, il y a des informations, bien sûr, sur grossesse, postpartum, mais tous les conseils, c'est les conseils que je donne à tout le monde, qui est grossesse, enfant ou pas. Non, mais franchement, bravo pour ce livre. Donc, si jamais vous le souhaitez. Et tu as aussi lancé un podcast. Oui, Camille parle sexe, du nom de mon compte Instagram, où je reçois du coup des experts. Tu vas faire partie d'ailleurs, tu vas venir au micro, et où on parle de sexualité, on s'interroge, on se questionne, et j'essaie vraiment d'apporter une vision
très large, parce qu'encore une fois, quand on pense sexualité, je le vois en consultation, on voit vraiment, on met des œillères et on croit que sexualité c'est que ça, quoi. Et vraiment, souvent, je dis, mais en fait, on est en train de passer à côté de tout ce qu'il y a autour qui fait partie de la sexualité. Merci beaucoup, Camille, pour toutes tes réponses. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner. Moi, je vous remets juste ici sur le côté ma dernière vidéo et je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine.